Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Vert. Vert, si vous ne le savez pas encore, c'est un média qui raconte toute l'actualité de l'écologie en 7 minutes par jour dans votre boîte mail. Pour vous en convaincre, rendez-vous sur vert.eco où vous pourrez vous inscrire au prix de votre choix. Mon invité est basco-béarnais de naissance, ingénieur de formation. Il a été cadre dans une société d'informatique avant de devenir, en 2014, l'un des premiers maires écologistes d'une grande ville française. Aujourd'hui, il est candidat pas encore déclaré à l'élection présidentielle de 2022. Il nous dira ce qu'il en pense. Aujourd'hui, je me mets au vert avec le maire de Grenoble, Éric Piolle. Éric Piolle, bonjour. Bonjour. Il y a un an, en 2020, il y avait un raz-de-marée écologiste aux élections municipales. Votre parti, allié à d'autres, remportait les municipalités de Strasbourg, de Poitiers, de Lyon ou de Bordeaux. Un an après, à quelques semaines du premier tour des élections régionales le 20 juin, la réalité paraît bien différente. Le camp écologiste paraît avoir peu de chances de l'emporter dans la plupart des régions françaises. Quel constat vous faites de ce gouffre entre 2020 et 2021? D'abord, on ne sait pas s'il y a un gouffre entre les deux. Si vous prenez les sondages pré-élection municipale, ils ne prévoyaient pas toutes ces victoires. Donc, à Lyon, ils étaient donnés à 21% à quelques semaines du vote, et finalement, la liste portée par Grégory Doucet a fait 29%. Sur la métropole, il n'était pas donné gagnant non plus, la métropole de Lyon. Ici, là où on était donné 10 points derrière le PS en 2014, nous étions donnés à 35% et finalement les électeurs nous ont placés à 47%, avec 30% de voix en plus par rapport à 2014. Donc voilà, moi je vais un peu partout, je vois les sondages, mais je leur dis laissez les sondages de côté, c'est pas ça qui fait l'élection. Donc en pratique, nous verrons bien le 20. Quel est le paysage qui, à mon avis, sera de toute façon une progression énorme par rapport aux dernières élections régionales de 2015. Et dans quelle région vous fondez le plus d'espoir? Là, c'est une question difficile parce que, évidemment, ceux que je vais pas citer vont dire et moi, et moi. La question, c'est pas quels sont vos préférés, mais lesquels ont une vraie chance de l'emporter. La réalité, c'est que je pense qu'il y a un espace partout. Que évidemment il y a des sortants qui sont très médiatiques, très installés, qui peuvent être aussi des bêtes de com et donc qui sont peut-être plus difficiles à bousculer. Xavier Bertrand dans le Nord, Valérie Pécresse en Île-de-France, Laurent Wauquiez ici. Mais c'est pas parce qu'ils semblent plus installés que pour autant c'est définitif. Regardez Gérard Collomb à Lyon, tout le monde considérait que c'était le patron éternel de Lyon. Et puis en pratique, il est devenu ringard en quelques semaines. Donc ce qui est arrivé à Lyon peut se produire également en Nouvelle-Aquitaine avec Nicolas Thierry face à Alain Rousset qui est là depuis 23 ans. En Bretagne où il y a une guerre entre socialistes et LREM et les différents courants de la majorité présidentielle. J'étais là avec Mathieu Orphelin ce week-end dans les Pays de la Loire avec Hugo Bernalicis et Cédric Villani. Donc là, il y a un format politique qui couvre le spectre du champ humaniste dont je parle, de Mathieu Orphelin à la France Insoumise. Là, on y est. Dans le centre Val-de-Loire où Charles Fournier a démarré sa campagne il y a déjà très longtemps avec une vraie dynamique citoyenne. Donc nous voyons tous ces candidats portés. J'étais il n'y a pas longtemps avec Eliane Romagny aussi. Donc en fait, moi je ne suis pas un pronostiqueur. On peut discuter de ça dans le sport, dans le foot, dans le tennis. Dans la politique, ça ne m'amuse pas de faire des pronostics. On est plutôt déterminé à faire campagne. J'étais hier soir encore à faire campagne aux côtés de Fabienne Grébert, notre tête de liste en Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut faire campagne, porter les projets et ne pas se tromper d'élections. Donc on s'est mal engagé quand même. Départementales et régionales. Et c'est vous qui le dites. Bon, laissons les sondages de côté. Moi, je ne suis pas commentateur sportif, quoi. Donc si ça vous amuse de faire des commentaires sportifs, non, mais alors parlons des résultats. Je vous laisse à ça et puis on verra bien. En 2020, donc je le disais, en 2014, vous avez été le seul maire écologiste élu dans une ville de plus de 100 000 habitants. En 2020, vous avez été rejoint par de nombreux autres. Ce qu'on a qualifié de vague verte ou de raz-de-marée, comment est-ce que vous le qualifiez un an après? Est-ce que selon vous c'est un réel basculement? Est-ce qu'on est dans un changement culturel qui est irréversible porté par le réchauffement climatique
le déclin de la biodiversité, ou est-ce que finalement c'est un événement parmi d'autres, un fait politique d'une année? En 2014, tout le monde considérait que Grenoble c'était un accident. Voilà, c'était la droite, la gauche, ils disaient bah, voilà, c'est un accident, leur majorité va exploser, elle est hétéroclite, ils ne sont pas habitués à exercer du pouvoir, machin. Bon, voilà, 6 ans plus tard, nous sommes les seuls sortants parmi les 25 premières villes de France. La liste que je conduisais, c'est la seule équipe sortante à avoir gagné des voix. Les 24 autres ont perdu des voix, et généralement 30%. Hein. À Rennes, à Paris, à Nantes, à Nice, plus de 40% de perte de voix. À Toulouse, également énormément de perte de voix, plus de 30% de perte de voix. Nous avons gagné 30% de voix. Donc ça suscite de l'enthousiasme, de l'intérêt. C'est la conjonction de deux dynamiques. Une dynamique qui est sociétale. Il y a une majorité culturelle qui est à la fois prise dans cette société de consommation mais qui aspire à autre chose. Et puis il y a un changement de culture nécessaire et préalable des écologistes qui auparavant s'appuyaient sur la science, s'appuyaient sur leurs compétences, leur expertise, leur sens de l'intérêt général, mais étaient dans une fonction politique de lanceur d'alerte ou de contre-pouvoir, et qui là font le changement culturel que nous avons fait à Grenoble en 2014, le font, et c'est ça ce changement de culture en disant ben, maintenant en fait nous pouvons fédérer derrière un projet de l'écologie politique très largement et nous pouvons exercer le pouvoir plutôt que d'être conseiller du prince ou contre-pouvoir. Et ben, c'est ce match entre les deux qui fait que ça produit des changements. On a parlé beaucoup des grandes villes, mais il y a eu aussi beaucoup dans des villes moyennes, des villes de banlieue, des petites villes là, autour de Grenoble, hein, des villes de 15 000, 10 000, 7 000 habitants, 3 500, des villages. Donc ça se propage beaucoup plus que ce qu'a pu être la partie visible qui évidemment a fait énormément de bruit. Et alors il y a une grosse difficulté qui se pose de plus en plus aux maires de communes et que vous avez expérimenté avant vos camarades de Strasbourg, de Poitiers ou de petites villes, c'est celle de la baisse des budgets des municipalités, qui est notamment le fait de la réduction de la dotation globale de fonctionnement, donc qui en gros est une enveloppe qui représente je crois une quinzaine de pourcents du budget de certaines municipalités, attribuée par l'État. Et qui est une compensation de recettes qui sont perçues par l'État au nom des collectivités. Donc cette enveloppe baisse d'année en année et par ailleurs votre budget est contraint, vous ne pouvez pas dépasser 1,2% je crois d'augmentation de votre budget annuel, peu importe vos recettes. La question c'est comment on fait la transition écologique avec un budget qui se réduit comme peau de chagrin? Alors ça, là, il y a une spécificité grenobloise, c'est qu'en 2014, Grenoble était la ville de plus de 100 000 habitants la plus en difficulté financière et notre équilibre reste toujours extrêmement précaire. Et effectivement, les décisions à l'époque qui ont été prises une semaine après les élections municipales, première décision du gouvernement de Manuel Valls, c'est un mois de budget qui a disparu. Il y a deux façons de voir les choses. D'abord, dans les villes qui ont été gagnées là, par les écologistes, c'est des villes qui ont une meilleure santé financière, donc ils vont avoir des moyens et pouvoir aller plus vite. En tout cas, la contrainte financière sera moins forte qu'elle n'a été et elle n'est à Grenoble. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un peu de marge de manœuvre. Après, une fois qu'on n'en a pas, ce qui est notre cas, et ben on regarde ça positivement en se disant nous faisons l'apprentissage et l'entraînement au changement dans un événement extrêmement contraint, sans huile à mettre dans les rouages. Et peut-être qu'on peut se dire que pour l'humanité, c'est ce qui va être de plus en plus notre défi. C'est une forme de sobriété collective subie. Mais... Quand vous regardez ce que nous dit la science sur le budget carbone, nous savons que nous allons devoir changer nos modes de vie de façon extrêmement rapide et que la conduite du changement progressive où petit à petit se fait le consensus et la diffusion des modes de vie, on va pas forcément tellement avoir le temps. Si on choisit ce chemin-là, le plus probable est que nous arrivions à des situations de tension extrême, de chaos géopolitique, on le voit frémir un peu partout, voire de conflits carrément. Donc évidemment, le changement de cadre, changer de société, c'est ça le défi des prochaines années en France comme ailleurs. Alors il y en a d'autres que vous qui le voient moins comme une opportunité et plus comme une réelle contrainte, et notamment la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, qui a sitôt élu annoncé son souhait d'emprunter, en fait, de faire un grand emprunt pour financer des rénovations, des travaux d'infrastructure. Est-ce que pour vous ça vous paraît être une bonne idée? Bien sûr.
Bien sûr, c'est la même stratégie qui a été suivie à Lyon, à la fois la métropole et la ville. Toutes les villes qui ont les moyens financiers, nous on est au taquet de notre investissement. Donc on a eu la même logique, c'est juste qu'on était déjà sur le bord du mur, donc on ne peut pas, par des contraintes légales, nous ne pouvons pas aller plus loin. Donc on va au max et je crois qu'ils font très bien. C'est maintenant qu'il faut investir pour la transition, donc il faut se donner les moyens. C'est vrai à l'échelle des collectivités. Après, il faut qu'il y ait un changement de coopération entre l'État, qui doit devenir un État stratège, et des collectivités, alors que là, nous vivons un mouvement de recentralisation extrêmement fort. C'était le cas sous Manuel Valls, c'est encore plus le cas sous Emmanuel Macron. Et puis, il y aura cette nécessité également à l'échelle européenne. Là, il y a eu un plan de relance 750 milliards. Le principe est intéressant, c'est une première. Mais on sent bien qu'il va falloir faire plus. On est à peu près à 6% du PIB européen, là où le changement, le stimulus qui est envoyé par exemple aux États-Unis, on est aux alentours des 40% de PIB. Il y a un an, la Convention citoyenne pour le climat, qui avait été nommée par Emmanuel Macron, rendait ses propositions pour réduire de 45% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990, et le tout dans un esprit de justice sociale, puisque cette convention avait été mise sur pied après la crise des Gilets jaunes et la taxe carbone. Donc cette convention a présenté un épais corpus de propositions, il y en avait 149 il me semble. Emmanuel Macron avait promis de les traduire sans filtre et en fait il n'en a rien été. Dans sa récente loi climat, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer la faiblesse du texte, et notamment le Conseil pour le climat, des associations des citoyens, des ONG, les partis d'opposition, enfin bref, le tollé était un peu général. Vous avez signé une tribune avec d'autres maires de grandes villes pour dire que vous vous engagez à appliquer localement certaines des mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Quelles sont ces mesures et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, alors dans le champ qui est le nôtre, c'est-à-dire sur l'alimentation, sur l'isolation des logements, sur la mobilité, voilà, là on a, c'est à la fois les 3 premiers budgets des ménages et à la fois les 3 principales sources de gaz à effet de serre. Donc on a une conjonction sur des politiques locales qui sont très intéressantes. C'est surtout une réaction un peu à la façon des villes américaines quand Donald Trump a été élu en 2016, où les villes ont dit Donald Trump sort de l'accord sur le climat, en fait nous on y va 2 fois plus. Et je crois que c'est important de marquer le fait que ce qui s'est passé là est une vraie trahison, est un message qui est envoyé extrêmement fort aux citoyens en disant en fait je m'en fous. Et même tactiquement, je m'en fous, voilà, de revenir sur mes engagements, d'envoyer ce message de mépris, de parler de Khmer vert, d'ayatollah, d'amish. Voilà, tout ça, ça dit ce mépris. Et je crois que c'est important de faire vivre cette démocratie qui a quand même montré qu'en prenant 150 personnes qui reflètent la diversité de la société française, ils arrivent avec des propositions qui sont très intéressantes et qui mêlent ces questions de justice sociale et d'environnement. Et donc, parmi leurs mesures, il y en avait une que vous avez déjà expérimentée dans la métropole avant en fait, que la Convention ne le mette à son agenda, c'est les zones à faible émission. Donc je résume, une zone à faible émission, c'est un périmètre délimité dans une ville ou une agglomération où on décide de bannir certaines catégories de véhicules, souvent en fonction de leur motorisation et de leur ancienneté. Donc, les véhicules au diesel seront bannis plus tôt, etc. Et donc l'idée, c'est d'avoir des espaces dans la commune ou dans la métropole où l'air est plus sain et où progressivement on pousse les gens à changer leur mode de déplacement ou à choisir des véhicules moins polluants. Vous qui avez expérimenté ça depuis 2019, est-ce que ça fonctionne et est-ce que c'est pas un vecteur d'injustice pour des gens habitant loin du centre et qui sont peut-être plus enclins à utiliser des vieilles voitures pour se rendre dans le centre-ville? Alors, plusieurs choses là-dessus. D'abord, il faut rappeler que la pollution tue en France 48 000 personnes par an. Ça, c'est l'estimation qui est plutôt une estimation basse. Rappelez aussi qu'il y a des inégalités sociales dans cette exposition à la pollution. C'est qu'à la fois des inégalités sociales liées à l'endroit où vous habitez. C'est sûr que les bords de rocade, les bords de grands sites urbains, ce n'est pas les personnes les plus fortunées qui habitent là. D'autre part, ces personnes-là, dans des quartiers qui subissent la précarité économique,
elles ont moins de stratégies d'évitement de la pollution, c'est-à-dire qu'elles vont moins partir peut-être en montagne ou en vacances dans les endroits où l'air est bon, elles vont avoir des pratiques plus enfermées. En pratique, donc elles sont surexposées. Donc ces inégalités sociales de santé, on l'a vu d'ailleurs avec le Covid aussi, le Covid est une syndémie, ça mélange les inégalités sociales et les questions de santé. La comorbidité est un facteur, l'obésité est un facteur aggravant, l'obésité est une maladie de précarité économique. Vous avez 30% de plus, 3 fois plus de chances d'être obèse si vous avez le brevet ou moins comme niveau de diplôme que si vous êtes Bac+4 ou plus, 3 fois plus de chances. Donc là, il y a des inégalités majeures. La deuxième chose, c'est que l'accès à l'automobile, en fait, il y a déjà, si vous prenez Grenoble, il y a grosso modo un gros tiers de la population qui n'a pas de voiture, donc les plus précaires n'ont déjà pas de voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Et la troisième chose, c'est que dans les études que nous avons faites ici, c'est qu'il n'y a pas forcément de corrélation pour ceux qui ont une voiture entre leurs moyens économiques et la qualité de leur véhicule. C'est un peu contre-intuitif, on pourrait penser que plus vous êtes, moins vous avez d'argent, plus vous avez une voiture vieille. Ça n'est pas le cas. Là où il y a un tropisme, c'est sur l'âge, c'est-à-dire que plus vous êtes âgé, plus votre voiture est de qualité et les vieilles voitures sont plutôt pour les jeunes. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous avions porté, nous, la gratuité des transports en commun pour les 18-25 ans dans le mandat précédent. Nous avons divisé par 2 ce prix, on n'a pas eu l'accord politique des autres formations politiques du territoire pour aller plus loin, mais il y a là, l'inégalité sociale, elle est là. Il n'y a pas eu de report de la circulation et donc des émissions de pollution sur... Non, la pollution baisse. Voilà. Tendanciellement, la pollution baisse. À Grenoble, elle a baissé de 30%. Il ne faut pas s'attaquer que à la question de la circulation automobile. Notamment, le chauffage au bois est un vecteur fort. Donc, on accompagne les personnes aussi pour changer leur chauffage au bois. Mais clairement, c'est une mesure. La pollution de l'air, la lutte contre la pollution de l'air, c'est une mesure sociale. La lutte contre la pollution en général, c'est une mesure sociale. L'autre point, c'est qu'il faut donner un horizon. Ce qui est intéressant dans ces zones à faible émission, c'est de donner un horizon, parce que vous ne faites pas ça pour les décisions pour demain. Et donc, évidemment, un horizon de sortie des véhicules thermiques, sortie des véhicules diesel. Les discussions en ce moment en cours à l'échelle européenne, la France d'ailleurs n'est pas très allante pour aller plutôt dans ceux qui freinent, ça serait d'arrêter les véhicules thermiques en 2035. Et donc, les véhicules diesel avant cela. Donc ce qui est important pour des territoires comme le nôtre qui sont précurseurs, c'est de fixer ce calendrier avant et ça permet au moment des renouvellements de s'adapter déjà. Et donc fixer un horizon qui est un horizon à 6, 8, 10 ans, ça permet à chacun d'élaborer une stratégie, on sait où on va et donc chacun peut prendre ses décisions. Là, nous avons un champ d'incertitude très fort. Donc ça génère des décisions qui sont compliquées à prendre et qui en fait des gens vont prendre des mauvaises décisions sur la base de cette inaction politique. Alors parlons de décisions compliquées à prendre. Il y a une polémique qui agite un petit peu les réseaux sociaux et les commentateurs politiques depuis quelques jours. Alors je vais essayer de résumer correctement la situation. Des étudiants de Sciences Po Grenoble, de l'Université de Grenoble et d'autres associations veulent organiser en juin le mois décolonial, qui correspond à un cycle de conférences et d'ateliers autour des questions coloniales d'aujourd'hui, donc les violences policières, le racisme et les violences environnementales notamment. En gros, cet événement est un événement privé associatif, mais les organisateurs ont un temps compris que la municipalité de Grenoble s'y associait. Vous allez nous dire ce qu'il en est. Et parmi les invités, il y a notamment la journaliste Rokhaya Diallo, qui, elle, en gros, a justifié votre prise de distance récente de cet événement par le fait que vous aviez cédé à la pression de la droite et de l'extrême droite, qui voyaient dans cet événement un rassemblement d'islamo-gauchistes et d'indigénistes, ce qui était en fait du pain béni au moment où Laurent Wauquiez, votre adversaire, à la région, s'en est largement saisi. Qu'en est-il et est-ce que vous avez justement cédé aux sirènes de la droite ou est-ce que on ne cède à aucune sirène et de toute façon sur ce sujet-là, nous assumons et on se fait critiquer depuis des années, des mois et ça va continuer. Et si vous reprenez le fil Twitter de Laurent Wauquiez, c'est pas aujourd'hui qu'il nous traite de dangereux islamo-gauchistes. En fait, ça fait des mois qui utilisent cet argument et ces dérives d'extrême droite et ce brouillage des valeurs aussi avec le gouvernement qui joue avec ces valeurs.
Là, je me suis exprimé moi sur le sujet en disant que je suis ravi que ce festival ait lieu, ravi qu'il se tienne à Grenoble, que les salles municipales qui étaient prévues d'être ouvertes sont ouvertes, mais il faut que chacun reste dans son rôle. Et là où nous avons dû porter une clarification, c'est que nous ne sommes pas des partenaires de l'organisation de ce festival, et donc que chacun reste à sa place. Et c'est là-dessus que nous avons dû faire un recadrage. Mais ce festival, j'espère, se tiendra, et il se tiendra également dans des salles municipales. Il y a l'ancien hôtel de ville, le Palais Lesdiguières, qui était prévu, il y a d'autres salles qui sont prévues, et j'imagine que ce festival va se tenir. Par contre, chacun reste dans son rôle. Nous avions eu le même genre de partenariat distant, où chacun reste dans son rôle, lors des universités d'été des mouvements sociaux, il y a de cela 2 ou 3 ans. Et l'institution, elle, n'est pas organisatrice, elle n'est pas partenaire de la programmation. Et donc, que ces débats se tiennent, c'est positif. Il y a des discours qui sont des discours à la fois militants, mais qui sont aussi des discours de recherche. Notamment Rokhaya Diallo, elle amène une vraie parole construite. Et d'ailleurs, elle est reconnue dans plein d'endroits. Beaucoup à l'étranger, mais elle est reconnue dans plein d'endroits. Et je serais ravi d'accueillir Rokhaya Diallo ici, et également beaucoup d'autres thèmes de cette organisation. Mais c'est la responsabilité. Les paroles qui sont portées, l'organisation, c'est la responsabilité des organisateurs, pas celle de la ville. Chacun reste à sa place. Donc vous n'avez pas pris vos distances avec cet événement, c'est juste que vous... Je me suis exprimé sur Twitter là-dessus. Alors peut-être que j'aurais pu le faire dans le même temps qu'il y a eu ce communiqué de presse, ça aurait été plus clair pour tout le monde. Mais là, c'est juste une affaire grenobloise. Chacun reste dans son rôle, qu'il n'y a pas d'instrumentalisation, ni des uns ni des autres. Moi, je ne cherche pas à me faire instrumentaliser. Et par contre, je tiens solidement dans cette espèce de tempête et ce déferlement de violence haineuse de la part de l'extrême droite, mais d'une grande partie des LR et, il faut le dire, du gouvernement. Depuis l'automne dernier, on a vu les déclarations du ministre de l'Éducation nationale, puis celles du ministre de l'Intérieur, puis celles du ministre de l'Enseignement supérieur, puis celles de la ministre de la Citoyenneté. Qui veulent traquer les islamo-gauchistes. Tout ça est totalement clair, avec un projet politique derrière, de brouillage des valeurs. Ça, c'est donc le président de la République qui en a cette responsabilité, et c'est à lui de mettre des bornes. Le franchissement, cette transgression qu'a fait le ministre de l'Intérieur la semaine dernière, en allant manifester devant l'Assemblée nationale aux côtés des policiers sur des revendications qui étaient des revendications qui visaient l'indépendance de la justice, c'est inacceptable. Bon, parmi les manifestants, il y avait aussi Yannick Jadot. Il s'est exprimé, Yannick, sur sa présence là, donc je ne vais pas y revenir. Bon, on reparlera de Yannick Jadot tout à l'heure. Donc c'est une polémique, c'est la dernière d'une très longue série, pour vous ou pour les autres maires écologistes. C'est pas la dernière. C'est certainement pas la dernière. Voilà, on vous traite d'ayatollah, d'islamo-gauchistes, de Khmer vert, d'Amish, qui veulent pratiquer l'écologie punitive. Ce qui paraît assez frappant aujourd'hui, c'est que le Rassemblement national suscite moins la polémique dans ses prises de position que Europe Écologie Les Verts. Comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce qu'il y a une diabolisation d'Europe Écologie Les Verts aujourd'hui dans le débat? L'écologie politique de manière générale. Il y a une stratégie, oui, de la part du gouvernement et du président de la République, évidemment. C'est que pendant longtemps, quand les écologistes étaient limités dans ce rôle de lanceur d'alerte, enfin limité, c'était une fonction qui a été extrêmement utile. Moi, je me sens pleinement descendant de ces militants-là, de lanceurs d'alerte et de contre-pouvoir. On les traitait de... C'est les trublions. Voilà, les trublions, des adolescents, pas matures, machin. Donc maintenant qu'ils disent, en fait, nous proposons, il y a 3 grands projets de société aujourd'hui dans l'espace politique, le projet de l'extrême droite et de la droite réactionnaire, qui est grosso modo, on va mettre des murs partout, on va expurger l'intérieur et vous verrez, tout reviendra comme avant. Il y a un projet qui est le projet du président de la République, néolibéral, de plus en plus sécuritaire, qui a été porté, c'était adapter la France à la marche du monde, donc à la loi de la jungle. Donc là, c'est un projet néolibéral qui est fondé sur l'enrichissement de quelques-uns
Et puis le reste, c'est ceux qui ne sont rien. Il y a les winners et ceux qui ne sont rien. Et puis il y a un projet écologiste qui se dessine, d'un arc humaniste très large, qui mélange les sphères politiques, la société civile, les ONG, les syndicats. Et donc ces 3 projets-là, ils sont en confrontation directe. Et donc évidemment, maintenant qu'on revendique l'accession au pouvoir, non pas pour être, mais pour mettre en œuvre ce changement de société, l'expression devient beaucoup plus violente. Voilà, on n'est plus les ados turbulents sur la tête de qui on tape, on est maintenant les Amish, les ayatollahs, les Khmer verts, Pol Pot, etc. Bon, voilà. Moi, je les laisse à leurs préjugés. Il faut que nous gardions là-dessus notre sang-froid. D'abord de la solidarité, infaillible, parce que ces polémiques sont clairement instrumentalisées, elles ne sont pas liées à ce qui est fait. Ce qui est fait, c'est des projets de fond. Elles sont liées à la volonté d'instrumentalisation politique. Donc, solidarité. Et 2, rendre les préjugés à ceux qui les portent. Ça ne nous touche pas, ça n'est pas la façon dont nous faisons de la politique. En fait, ça vous touche un petit peu, parce que là, on est à 1 an de la prochaine élection présidentielle, et en fait, vous êtes systématiquement invité à des heures de grandes écoutes pour venir vous expliquer sur des polémiques qui ont été lancées par le camp adverse. Comment est-ce que vous faites médiatiquement pour exister, pour sortir de cette posture d'excuses ou d'explications sur des polémiques, et je ne sais pas, proposer un récit plus en positif de l'écologie? Franchement, nous portons, je porte un projet positif, et quand je vais parler à la radio, je porte un projet, ou à la télé, je porte le projet positif de l'écologie politique. Les autres, ils peuvent nous affubler de tous les injonctions qu'ils veulent, ça leur appartient, ça ne nous appartient pas. Après, c'est peut-être le caractère de chacun, mais voilà, en 2014, mes adversaires politiques m'appelaient la poêle Tefal, parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient beau me taper dessus, ça n'accrochait pas. Ça fait du bruit quand même. Il faut laisser faire tout, enfin voilà. Aller sur le terrain de l'adversaire en essayant de se justifier, aller sur le terrain de l'adversaire, ça n'est pas positif, hein, c'est pas là-dessus qu'on gagnera, c'est pas en étant à la poursuite de Darmanin et consorts qu'on arrivera à incarner au mieux, porter notre projet qui, encore une fois, est un projet positif, enthousiasmant, hein, qui donne à voir que dans cette société-là, nous sentons bien que ça ne répond pas à nos aspirations profondes. Et quand je dis nous, c'est très large. C'est-à-dire que c'est autant aujourd'hui les personnes âgées qui se sentent isolées, qui se sentent ballottées, qui regardent leurs enfants, leurs petits-enfants en se demandant comment ils vont pouvoir vivre. C'est cette jeunesse qui se sent totalement méprisée et qui n'a pas envie de rentrer dans le système. Ça rappelle des chansons que j'écoutais moi quand j'étais ado. Trouver sa place dans le système, là on sent que non, en fait ça ne les amuse pas. Ce qu'ils veulent c'est changer de système. Et puis plein de gens qui étaient de ma génération, qui étaient installés et qui sentent bien leur fragilité, qui sentent bien que ça heurte leurs valeurs profondes, leur humanité profonde, et qui ont envie d'autre chose, qui ont envie, comme le dit Bruno Latour, de revenir à l'essentiel, ou comme le dit Pierre Charbonnier, reconnecter le monde dont on vit et le monde où l'on vit. Et donc là, il y a un projet qui est positif. Ce questionnement sur qu'est-ce qui est essentiel pour nous, il est extrêmement positif et il est vecteur de changement. Alors vous l'avez dit, vous appelez de vos voeux la constitution d'un arc humaniste, donc qui rejoint effectivement différentes forces de gauche, des associations, des gens de la société civile. Est-ce que pour vous, cette stratégie qui a été gagnante aux dernières municipales dans les grandes villes, c'est la stratégie gagnante pour 2022 pour le camp écologiste? Est-ce que en fait c'est l'union des gauches, quoi, pour le dire? Je sais que vous préférez le terme sans gauche dedans, mais… je préfère le terme d'arc humaniste parce que je crois que c'est pas en se mettant derrière un drapeau, qu'il soit vert, rouge, rose, qu'on arrivera à susciter de l'adhésion. Nous pouvons garder le projet, construire un projet ensemble, dialoguer sur ce cap et accueillir tout le monde, accueillir tout le monde et que tout le monde se sente contributeur de ce projet. Et moi, c'est l'expérience politique que j'ai vécue depuis mes 10-11 ans maintenant d'engagement politique, c'est que en regardant ce que nous faisons ensemble, nous acceptons d'avoir des histoires politiques, certains qui ont une culture politique extrêmement forte. Ce n'est pas forcément mon cas, moi j'ai une culture politique, mais je vois bien qu'elle est beaucoup moins forte et imprégnée de l'histoire que des militants de longue date.
certains qui n'en ont pas du tout, certains qui ne se reconnaissent plus dans la droite et la gauche parce qu'ils se sont trahis 15 fois, d'autres qui avaient une culture politique peut-être très purement sociale et qui se rendent compte que cet angle social, en fait, il doit maintenant être mêlé avec la dimension environnementale pour vraiment faire de la progression et réintroduire du progrès social. Ça ne passe que par la lutte pour le climat, que c'est un préalable en tout cas de ces luttes sociales. Le préalable, c'est la lutte pour le climat, parce que sinon cette lutte pour le climat, il vient exploser le corps social. Des gens qui avaient peut-être une culture de droite mais qui se rendent compte que en fait, ce modèle libéral est en train de les broyer eux-mêmes, les met à risque, ils se sentent en situation de risque de déclassement, ils voient bien que comment ils sont incapables d'assurer la reproduction sociale pour leurs enfants. Donc tout ça, c'est extrêmement large. Et évidemment, tous ceux qui sont à la pointe et à qui cette urgence écologiste parle, tous ceux de la marche pour le climat, qui trouvent dans cette urgence un vecteur d'action. Moi, je m'appuie assez peu là-dessus parce que je pense que c'est pas le rapport à l'urgence, c'est pas forcément ce qui est le plus fédérateur pour changer. C'est plutôt, moi, je préfère insister sur ce qui est positif, ce qui fédère, ce rapport à l'essentiel. Mais on voit que là, il y a plein de vecteurs d'action différents et que c'est fédéré derrière les principes de l'écologie politique. Et au-delà du vocable, vous essayez quand même plus de toucher les électeurs traditionnellement à gauche, à l'inverse peut-être d'un Yannick Jadot, qui lui est contrairement à vous… Non, je ne crois pas ça. Pourquoi? Enfin, ça c'est… Parce que vous adressez à des je regarde, en fait, je ne catégorise pas les gens. Voilà. Je leur dis, voilà le projet que je porte, j'ai besoin de vous pour mener à bien ce projet, ça me semble correspondre à vos aspirations profondes, venez et cheminons ensemble. Et si nous avons fait 47% au premier tour aux élections municipales, si nous avons gagné 30% de voix par rapport en 2014, ce n'est pas juste avec le périmètre des gens qui sont déjà militants, qui sont déjà politisés, c'est qu'il y a plein de gens, de toutes tendances politiques confondues, qui disent en fait ça a du sens. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'ils font, peut-être que ça me gêne qu'ils coopèrent avec tel ou tel, peut-être que telle et telle mesure, ça me semble trop brusque pour la société aujourd'hui, mais globalement le cap il est là, la méthode c'est la bonne, et je peux aussi m'associer au style. C'est-à-dire que, et donc ce vecteur-là, il parle de façon très large. Alors vous semblez quand même faire un pari inverse de celui de Yannick Jadot, qui lui est candidat déclaré à la primaire. Non, il n'est pas déclaré non plus. Ah, il n'est pas déclaré non plus? Non, non. C'est un peu un secret de polichinelle quand même tout ça. Yannick Jadot, lui, semble plutôt miser sur une stratégie qui a payé en Allemagne, c'est celle de plutôt se tourner vers la droite et le centre. En Allemagne, les Verts se sont alliés avec Angela Merkel notamment et la CDU et proposent une écologie non, c'est pas vrai, plus… Ah bah si, localement, ils sont alliés à la droite de Merkel. En fait, il faut faire attention de la façon dont on imagine le modèle allemand. Le modèle allemand, c'est une proportionnelle intégrale. Donc après, vous faites des majorités sur la base d'un contrat qui est respecté. Donc si vous regardez à l'échelle locale, d'abord les formats d'élection des maires sont très différents. Parfois, le maire est élu sur son nom, c'est comme un scrutin présidentiel chez nous. Et en ce moment, d'ailleurs, il est à noter qu'on a plus de grandes villes que les Verts allemands. Donc peut-être que finalement les Verts français ne sont pas si nuls. Tout le monde dit « Ah, les Verts français sont trop nuls, les Verts allemands c'est tellement magique ». Là, en termes d'exercice du pouvoir aujourd'hui à l'échelle des municipalités, nous avons plus de moyens d'action en France que n'en ont les Verts allemands aujourd'hui. Même si je suis ravi de voir qu'est-ce qu'ils ont amené, et puis ils ont fait ça avant nous, ça c'est sûr. Chez eux, l'exercice du pouvoir, ça a commencé Fribourg, ça va être 2002, après il y a eu Stuttgart, etc. Aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir 6 villes de plus de 100 000 habitants qui ont un maire écologiste. Et puis après, il y a les Landes, donc les régions, où la proportionnelle intégrale fait qu'il y a tous les formats politiques. C'est-à-dire que vous avez des alliances entre la CDU, le SPD et les Verts, vous avez des alliances entre les Verts et la SPD, des alliances entre la CDU et le SPD. En France, tout le monde nous dit « Ah ben tiens, en Allemagne, ils s'allient avec la droite ». Mais en Allemagne, il faut rappeler que le SPD gouverne à l'échelle nationale avec la CDU. Comme si vous disiez en France, tiens, le Parti Socialiste et les LR gouvernent ensemble. Se retrouver dans La République En Marche. Non, même pas. Là, il reste chacun et comme s'ils gouvernaient ensemble. Donc ça, ce qui vaut ça, c'est juste la pratique institutionnelle. C'est quand vous avez des élections proportionnelles, de fait, ça pousse à avoir des contrats et à respecter ces contrats. En France, on n'a jamais vu un contrat de mandature qui était respecté.
l'accord de 2012 entre les écologistes et le Parti socialiste, on ne peut pas dire qu'il était respecté. Pourtant, il avait plutôt de la gueule, il n'a pas été respecté. Alors, je crois qu'on est un peu pressé par le temps, alors je vais juste vous poser deux dernières questions. Et redire quand même sur les Verts allemands aussi, c'est que si vous prenez les médias, bon, je lis encore un peu l'allemand, j'étais bilingue il y a 30 ans, mais je l'ai perdu après, remplacé par l'anglais, mais je lis encore les médias allemands. Il y a, à l'automne dernier, là, ils disaient, les Verts, ils auraient un potentiel, mais ils ne sont pas mûrs, mais ils n'ont pas les leaders, etc. Vous revenez 6 mois plus tard, à quelques mois maintenant, à 4 mois des élections allemandes, et c'est devenu Annalena est la personnalité politique préférée des Allemands et ils sont en tête dans les sondages. Donc, pourrait devenir la prochaine chancelière. Potentielle chancelière. Les élections allemandes auront lieu le deuxième tour de la primaire des écologistes. Donc en fait, les situations changent très rapidement encore une fois, même en termes de participation au gouvernement, les Verts ont participé, Verts allemands ont participé pendant 5 ans, je crois de mémoire, de 98 à 2003, donc aux côtés non pas de la CDU mais du SPD à l'époque. Les écologistes français ont également participé de 97 à 2002 et de 2012 à 2014. Pour le dire autrement… Et si vous lisez, je fais un dernier point, désolé de vous couper, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est des projections, c'est des préjugés qui sont tordus. Si vous lisez aujourd'hui le programme de base, ils appellent ça le programme de base, des Allemands, les 122 pages là, qui sont accessibles même en anglais, donc c'est facile à lire, vous vous apercevrez que ce n'est pas du tout un projet que vous qualifieriez de centriste. C'est un projet plutôt radical qui propose de l'augmentation massive des salaires, qui propose des changements majeurs. Et là, ils sont en train en ce moment de finir les amendements sur un projet législatif qui sera validé le mois prochain, mais qui là aussi, ce n'est pas du tout un truc mou, ni de droite, ni centriste. Donc, il y a un peu un leurre sur le… Quels sont les Allemands de l'autre côté du Rhin. Yannick Jadot paraît plutôt faire des appels du pied à des électeurs plutôt centristes, voire de droite, notamment issus de La République En Marche. Est-ce que vous pensez que c'est un bon calcul et qu'il y a effectivement un réservoir de voix de ce côté qui est plus important que de l'autre côté de l'échiquier, appelons-le humaniste ou comme vous voulez? Ce n'est pas forcément des questions purement de tactique électorale, ça peut être des questions aussi de historiquement, conviction. Les Verts sont plus proches de la gauche et là on sent quand même qu'il y a une ouverture vers le reste de l'échiquier politique. Dans notre meeting des municipales, qui essayait d'incarner aussi à l'échelle locale cet arc humaniste, il y avait Mathieu Orphelin, qui était à l'époque à peine sorti de La République En Marche, et sur le même plateau Clémentine Autain et François Ruffin. Donc le spectre politique, tel que je le présente, il va bien de ces déçus du macronisme jusqu'à la France insoumise. Et c'est ça l'espace politique. Mais après, il y a un deuxième espace qui est la dimension société civile. Donc je ne suis pas sûr que là-dessus, peut-être que la largeur du côté de la gauche est peut-être plus réduite pour certains. Mais sinon, sur le spectre, on se retrouve quand même assez largement. Est-ce qu'il y a une écologie de droite ? Il y a une question… derrière ça, qui est au-delà des questions purement de mathématiques électorales, c'est nous voulons et je veux que nous portions un projet radical et pragmatique. Parce que le pragmatisme sans radicalité, c'est l'apprentissage du renoncement permanent. Nicolas Hulot, quand il sort du gouvernement, il dit j'ai appris petit à petit à être de plus en plus pragmatique. En fait, j'ai appris à renoncer et ce renoncement est insupportable. Et d'un autre côté, on ne peut pas juste être radical sans être pragmatique parce que sinon, ça veut dire qu'on n'est pas dans la transformation concrète des choses et donc on est dans l'impuissance. Donc radical et pragmatique, c'est comme ça que se définit le mouvement Alternatiba, c'est comme ça que je me définis également. D'accord. Est-ce qu'il y a une écologie de droite en 2 mots ? Il peut y avoir un environnementalisme de droite. Est-ce que la croissance verte est possible, entre guillemets ? Vous ne pouvez pas être productiviste et écologiste en même temps. De même que vous ne pouvez pas penser transformer le système, lutter contre le dérèglement climatique, si vous ne devez pas briser le culte de l'argent. Ça ne marche pas. C'est ce culte de l'argent, cet enrichissement de moins en moins de personnes, c'est les mêmes racines que le dérèglement climatique. Ça crée des inégalités sociales de plus en plus fortes et c'est un retournement, c'est 40 années que j'appelle les 40 impuissantes. Il y a un retournement. Avant, nous étions dans une logique de réduction des inégalités sociales et de progrès social. Là, maintenant, c'est l'inverse. Donc, ce que nous regardons en face de nous dans le modèle actuel, c'est que ça devient de pire en pire. Et c'est ces mêmes qui dérèglent le climat. Si vous regardez le dernier rapport d'Oxfam, les 10% les plus riches en France, ils émettent 18 tonnes de CO2 par personne, c'est-à-dire 4 fois plus de 4 fois plus que les 50% les moins fortunés. Donc les inégalités sociales, elles sont là. De toute façon, si vous ne contenez pas les puissances de l'argent, vous ne pourrez pas
lutter contre le dérèglement climatique. Après, vous pouvez être environnementaliste de droite. Il y a plein de gens de droite qui aiment bien la biodiversité, qui vont essayer de planter des arbres, de faire des trucs. Ils peuvent faire des trucs. Mais s'il n'y a pas cette lutte contre les puissances de l'argent, il ne pourra rien faire. Et puis après, il y a effectivement des convictions qui sont de gauche. La lutte pour la justice sociale, ça, pour moi, ça marche avec. C'est mon projet de société, liberté, émancipation. Et donc c'est sûr que là-dessus, il peut y avoir une différence avec des gens de droite, mais c'est une différence structurelle sans doute, de la reproduction sociale versus la correction des inégalités et la lutte pour l'égalité. Là, c'est un des deux, sans doute, des grandes différences. Et pour moi, évidemment, l'écologie politique, elle s'inscrit dans cette histoire de justice sociale et de combat pour des droits. Et alors, pour en finir, est-ce que vous pouvez mettre un terme à ce suspense insoutenable et nous dire si vous êtes candidat à la primaire écologiste et donc à l'élection présidentielle? Bah non, parce que je suis, c'est mon côté ingénieur et de regarder les choses phase par phase, mais je me suis exprimé déjà l'été dernier pour dire que nous verrions ça après les élections départementales et régionales. Et donc je continue à être pleinement impliqué dans les élections départementales et régionales. Je fais un déplacement chaque week-end depuis le mois de janvier. Et je vais continuer à aller soutenir les écologistes partout. Nous devons être unis, ce pôle écologiste, partout. Les politiques départementales et régionales sont hyper importantes pour les questions sociales à l'échelle du département, pour les questions de mobilité, d'alimentation, d'économie, de formation continue également à l'échelle des régions. Donc il faut avancer étape par étape et voilà, garder non seulement la détermination, la conviction et aussi le sang-froid. Quand vous serez candidat déclaré, vous viendrez nous présenter votre programme dans une prochaine émission. Et on se retrouvera peut-être à ce moment-là. En tout cas, merci de nous avoir accordé cet entretien. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que nous à la tournée. Pour voir plus d'entretiens de ce type, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et surtout, soutenir ce média indépendant, sans publicité, ni actionnaire aux fondations Total, en vous rendant sur notre cagnotte OKPAL, dont vous trouverez le lien dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Dans quelques semaines, nous aurons le plaisir d'accueillir la dessinatrice Emma, qui a popularisé le concept de charge mentale et qui s'intéresse maintenant au climat. Et je vous dis à très bientôt.